Fondation Droits d'Enfants sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Aliou, qui est éducateur spécialisé dans un service de placement à domicile dans le 93. Donc bonjour Aliou et merci d'être avec nous pour discuter un peu de ton expérience dans la protection de l'enfance. Donc tu es éducateur spécialisé, est-ce que tu peux nous décrire un peu qu'est-ce que c'est ton métier ? En fait, éducateur spécialisé, il y en a autant d'éducateurs spécialisés que de secteurs. Moi, c'est vrai que dans le placement à domicile, j'interviens auprès des familles. Le travail, ça se fait principalement au domicile des familles. Et l'idée, il y a des objectifs du magistrat. Et l'idée, c'est de voir comment on les met en œuvre en accord avec la famille. Parce qu'il y a quand même un aspect d'évaluation. Au bout de 6 mois, on fait un rapport au magistrat pour dire voilà ce qu'on vous nous avez demandé, voilà ce qu'on a pu faire. Et à l'issue de ce mandat-là, on préconise soit on continue ou bien on arrête selon les besoins des familles. Parce que du coup, donc le service de placement à domicile, c'est les enfants sont toujours au domicile familial et en fait, vous les éducateurs, vous venez régulièrement et vous aidez, vous accompagnez aussi un peu les parents. Ah oui, on accompagne beaucoup les parents parce que tout est lié. Nous avons une vision assez systémique qui fait que... Alors moi, pour avoir travaillé en foyer où on s'occupait que des jeunes et pas des parents, et aussi il y a d'autres secteurs où on s'occupe que des parents et pas des jeunes. Et c'est vrai que là, le placement à domicile, ça permet de mettre tout en lien parce qu'au final, dans une famille, tout est en lien. Et en même temps, d'accompagner les parents à comprendre les besoins des enfants et vice-versa. Du coup, ouais, on travaille avec tous les acteurs de la famille. Parce que du coup, tu as précisé là, avant tu as bossé dans des foyers. Ça fait combien de temps que tu bosses dans la protection de l'enfance ? Alors, ça va faire 5 ans dans la protection de l'enfance et une dizaine d'années dans le social de façon générale. Tu étais dans quoi avant ? Alors, j'avais commencé comme surveillant de nuit parce que je faisais mes études de management et donc je travaillais en extra dans un centre d'hébergement de réinsertion sociale et où on accueille des femmes victimes de violences. J'ai commencé comme ça et donc c'est comme ça que le métier a commencé à me plaire. Je me suis dit ça c'est un travail qui me plaît bien et donc j'ai commencé à abandonner un peu le côté management et aller plus vers le social. Oui, j'allais dire c'est intéressant, du coup à la base tu faisais des études pas du tout pour faire la protection de l'enfance. Ah non, mais en fait. rien à voir. Ok, t'as tout lâché. Ouais. Et du coup c'est quoi qui t'a plu dans la protection de l'enfance ? Oui, alors j'aime bien ce côté où on accompagne les personnes vers l'autonomie. Moi, ça c'est une question qui m'a beaucoup intéressé toujours depuis jeune, vers l'autonomie et aussi il y a un aspect plus humain. Après ça, c'est toujours les raisons qu'on donne en premier, mais il y a toujours une raison non dite ou non conscientisée. Mais je sais que depuis tout petit, moi je viens du Sénégal, la culture ainsi que la religion musulmane, la solidarité, elle est très présente. D'ailleurs, il y a un proverbe au Sénégal qui nous explique qu'en fait, il faut apprendre, aider quelqu'un à savoir pêcher des poissons plutôt que de lui donner tous les jours un poisson. Et du coup, ça parle aussi de l'autonomie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me parle toujours. Et je me rappelle quand j'étais tout petit, je voyais un jour des personnes en situation de handicap qui avaient beaucoup de mal à prendre les transports en commun. Et il n'y avait rien qui était fait pour eux, il n'y a pas de place réservée. Et je me disais, ça, c'est pas normal. Mais à l'époque, je savais pas comment il faut faire pour travailler dans ce secteur-là. Donc, ça m'a toujours parlé. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai vu que je pouvais travailler dans ce domaine-là. Oui, donc tu avais quand même toujours un peu une sensibilité aux injustices, etc. Pourquoi, après, tu t'es orienté vers la protection de l'enfance ? Parce que c'est vrai que le social, c'est hyper large. Est-ce que c'était un choix volontaire ou est-ce que t'es arrivé là, entre guillemets, par hasard ? Je pense que c'est une question très difficile. Je sais pas si on peut dire que c'est volontaire. Au début, on le pense, mais moi, je me rappelle quand je travaillais avec les femmes victimes de violences, quand j'ai décidé de faire le concours, je me suis dit, s'il y a un secteur dans lequel je travaillerai pas, c'est la protection de l'enfance. Ah ouais, c'était pourquoi t'avais des notions préconçues dessus, ça te... Non, parce que j'ai été invitée à travailler comme surveillant de nuit dans un foyer de jeunes. Et la façon dont les jeunes parlaient, la façon dont elles fonctionnaient, je me disais, alors là, si je travaille ici, un jour ça va mal se passer. Et je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Et étonnamment, j'ai fait mon apprentissage dans le secteur. Et ce qui était incroyable, c'est que je rencontrais les mêmes jeunes dont je connaissais les mères en CHRS, où j'accompagnais les parents. Et ça, c'était très difficile pour moi d'aller en foyer et de voir que en fait, les personnes que j'accompagnais, leurs enfants étaient aussi placés. Du
coup, ça m'a mis un coup. Et étonnamment, j'ai commencé à travailler dans ce secteur et je me suis dit, mais je pourrais pas travailler dans un autre domaine, en fait. C'est ça qui... Ouais, une fois que tu étais dedans, c'était un peu une évidence. Oui, c'est ça. C'était une évidence, oui. Et c'est vrai que c'était intéressant, du coup, l'aspect systémique que tu disais tout à l'heure, tu devais voir les enfants et en fait les parents aussi et te dire, ouais, si on peut aider tout le monde, c'est plus simple. Tout à fait. Tout à fait. Et pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, je pense que aussi on travaille dans ce domaine parce que ça a fait écho par rapport à notre enfance, par rapport à notre histoire, par rapport à notre parcours. Au début, je me disais c'était un hasard si je me retrouve dans ce domaine, mais là maintenant, quand on fait un travail sur soi, quand on réfléchit un peu, on voit que c'est aussi lié à notre histoire. Moi, j'ai vécu une enfance un peu difficile quand même, et je pense que je peux même dire c'est pas un peu difficile, extrêmement difficile, même si à l'époque je me rendais pas compte. C'est ici que quand j'ai vu des jeunes vivre la même chose que moi, les fugues, tout ça qui tourne autour, c'est ici que j'ai compris en fait que c'était la même chose que ce que je vivais. Du coup au final c'est pas si hasardeux que ça que je me retrouve en train d'aider des jeunes, parce que je pense qu'à leur âge, j'avais besoin d'un adulte qui me tend un peu la main, quoi. Est-ce que c'est difficile, du coup, d'avoir ce côté où, en fait, tu te vois un peu dans ces jeunes, en tout cas, vous partagez des choses, ça te parle. Est-ce que ça rend plus difficile parfois de garder un peu de distance? Est-ce que tu penses qu'il faut garder de la distance? J'ai l'impression que c'est une discussion qu'on a souvent quand on travaille dans le social. Est-ce qu'il faut... Comment on fait pour se protéger face à des situations qui peuvent se faire écho, du coup, personnellement? Je pense que c'est un couteau à double tranchant. Moi, j'ai jamais été pour la distance professionnelle. Moi, je parle plutôt de proximité. Là, justement, quelle proximité faut-il avoir? Et effectivement, il est vrai qu'on peut pas on peut pas projeter notre vie sur les enfants, on peut pas faire l'inverse. Et je pense qu'il faut une remise en question permanente. Il faut aussi un travail sur soi. C'est un couteau à double tranchant parce que ça existe des professionnels qui projettent leur vie et tout sur les personnes qu'on accompagne. On fait ça souvent. Mais ça peut aider aussi. Je pense que quand on lit, moi j'aime bien lire, mais quand on lit ce qu'on écrit sur les fugues, c'est pas pareil que quand on a fugué. Et quand on a fugué, en fait, il y a des choses qu'on peut pas expliquer, mais parfois, moi je sais qu'il y a des jeunes qui ont compris que je les comprends, et alors que c'est pas des choses que j'ai dit ou que j'ai montré. Et du coup, quand on a vécu à peu près les mêmes choses, on se comprend. Et parfois, ça aide aussi à tisser du lien, parce que souvent, moi en foyer, ce que les jeunes me disaient, parfois c'était mais tu comprends pas notre vie. Et je me rappelle une fois, une autre jeune leur a dit mais pourquoi vous dites ça, mais vous connaissez pas son histoire. Et ça m'avait tellement touché. Vous connaissez pas son histoire, vous connaissez pas ce qu'il a vécu, vous pensez que sa vie elle a commencé maintenant, peut-être qu'il a vécu des choses comme nous. Et je me disais waouh, c'était hyper touchant. Et ouais, c'est ça. Et ouais, c'est... Après, effectivement, il y a un juste milieu à trouver, à mettre de la distance, pas à mettre de la distance les personnes, mais soi-même, par rapport à soi-même, par rapport à nos projections. Est-ce que ça t'arrive quand tu rentres le soir chez toi, après une journée particulièrement difficile au taf, où tu as du mal justement à déconnecter, où tu ramènes entre guillemets les dossiers chez toi, le classique, tu as du mal à dormir le soir parce que tu y repenses, ou est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre? Alors c'est très rare que je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai toujours réussi quand je sors et que je ferme la porte. Le boulot c'est derrière moi. Ça, j'ai toujours eu cette chance, et pour avoir travaillé avec beaucoup de collègues, ils me disaient que c'était pas possible. C'est rare, il m'arrive, mais c'est exceptionnellement rare, et c'est rarement en lien avec les familles. C'est parfois dans le travail, avec les équipes, avec des questions de l'institution, où voilà, tu es chez toi, tu penses à quelque chose. Mais ouais, j'arrive facilement à couper et à penser à autre chose. Bah, c'est le mieux. Du coup, avant, tu as bossé dans des foyers, maintenant donc tu es dans un service de placement à domicile. C'était volontaire ce changement aussi, ou tu avais envie de voir autre chose? Pourquoi tu t'es orienté vers le service de placement à domicile, qui est du coup une forme d'accompagnement assez différente de ce que tu pouvais faire avant? Ouais, parce que le foyer, j'avais l'impression que ce que je faisais, ça n'avait pas d'utilité en fait. J'ai l'impression de ne pas avancer. Moi, j'accompagnais des jeunes jusqu'à la majorité, et puis qu'est-ce qui se passait? Souvent on les mettait à la rue, et on se dit quand même, il y a des jeunes qui ont été placés depuis leur enfance, et on se dit à 18 ans ils sont à la rue, du coup qu'est-ce qu'on fait quoi? Et je me disais non, il me fallait plus. En plus j'étais pas tombé sur une structure où je partageais la façon de travailler. Et je m'étais dit qu'un placement à domicile, ça peut permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a eu des placements, et comment accompagner les retours au placement. Parce qu'au final, aujourd'hui, moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'on accompagne les enfants quand ils sont avec leur famille. On les accompagne mieux quand ils sont avec leur famille. Donc ouais, il me fallait changer un peu.
Tu dis que du coup, quand tu bossais en foyer, parfois tu avais l'impression que ce que tu faisais, ça n'avançait pas assez, etc. Justement, comment tu arrives au quotidien à gérer le fait que parfois il y a des situations sur lesquelles tu bosses et tu essaies d'accompagner des familles et ça marche, entre guillemets, pas comme tu voudrais, c'est compliqué. Est-ce que c'est difficile parfois d'avoir l'impression que ce que tu fais, c'est entre guillemets une goutte d'eau dans un océan? Maintenant, de moins en moins, je pense parce que j'ai réussi et je pense qu'on doit tous faire ça. Les éducateurs, on a cette tendance à penser qu'on est des sauveurs Ouais. et à un moment, il y a des situations où on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est difficile de le reconnaître et de l'accepter. Là, vous avez parlé du podcast qui s'appelle Vocation. Et justement, ce mot, ça me questionne parce que souvent, c'est derrière ce mot-là où on nous met dans une situation où on est des super-héros et qu'il faut, quelle que soit la difficulté, qu'il faut qu'on reste. Moi, maintenant, je prends de la distance avec ça. Je me dis, écoutez, on n'est pas des super-héros. Il y a des situations où lesquelles c'est comme ça. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Après, le reste, on ne peut pas tout changer. Non, je suis très à l'aise avec ça. Quand on a créé le podcast et qu'on a réfléchi au nom, on trouvait que vocation c'était intéressant justement parce que c'était une question en fait. Est-ce que c'est une vocation de travailler dans la protection de l'enfance? Il y en a qui disent que oui, c'est une vocation, c'est passion. Est-ce que toi tu penses que c'est ta vocation ou pas? C'est très, très difficile à dire. En fait, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot vocation. Il y a quand même un piège dans vocation. Moi, quand j'en parle avec mes amis ou des personnes que je rencontre et que ils me demandent qu'est-ce que tu fais et que je dis je suis éducateur spécialisé, j'ai souvent des personnes qui me disent ah mais tu es bien, tu es empathique. Alors moi je suis pas d'accord, je pense pas que ce sont les éducateurs qui ont une bonté d'âme et que les autres ne l'ont pas. Je pense que c'est dans chaque domaine, par exemple dans le travail que tu fais, la façon dont tu poses les questions, la façon dont tu le fais, tu peux quand même y montrer plus de bienveillance qu'un éducateur parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui montrent beaucoup de non-bienveillance dans leur travail. Et l'autre piège dans le fait de dire que c'est une vocation, c'est justement de rester quoi qu'il arrive, de dire ok, il y a un côté sacrificiel que j'aime pas du tout, qu'on a vu d'ailleurs chez pendant le Covid chez les soignants où c'était très difficile, ils n'avaient pas les moyens mais on applaudissait justement en leur disant vous êtes des héros, vous pouvez rester quand même, alors que non, parfois non. Du coup, il y a ce piège-là que j'évite mais je pense quand même il y a quelque chose de plus fort que moi, vu qu'il y a j'ai parlé tout à l'heure de la culture, de la religion, de l'éthique, de la morale. Il y a beaucoup de choses qui me font me sentir bien dans ce travail-là. Tu mentionnes les soignants, les héros, etc. Ça me fait rebondir directement. Récemment, la protection de l'enfance, il y a eu pas mal de documentaires dessus à la télé, de reportages. C'est un milieu qui est pas très bien connu et qui souffre beaucoup de représentations par rapport au dysfonctionnement du système qui sont réels et existent. Toi, en tant que personne qui travaille dedans, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un énième reportage à la télé qui dit que la protection de l'enfance est un milieu complètement dysfonctionnel, où les enfants sont maltraités? Je dirais deux choses. D'abord, je pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de maltraitance dans la protection de l'enfance. Il y a beaucoup de maltraitance. Souvent, quand on prend les enfants de leurs parents, l'idée c'est que ça aille mieux. Mais on se rend compte que souvent dans les lieux de placement, il y a beaucoup de maltraitance. Et ça doit être terrible pour un enfant. On te dit on te sépare de ta famille et qu'on te propose quelque chose de semblable ou même de pire. Donc je pense que ça, il faut le dénoncer. Maintenant, le deuxième point, et c'est là où ça me dérange, c'est la façon dont on le dénonce. C'est souvent les éducateurs qu'on dénonce, ils font pas bien, il arrive qu'un éducateur déborde, effectivement, et tape un enfant, ça on l'a vu, effectivement on le montre à la télé, l'opinion, il se dit qu'est-ce qu'ils font ces éducateurs, mais personne ne se pose la question dans quelles conditions ces éducateurs ils travaillent. Un éducateur qui fait ce travail-là, je pense que si t'en prends à un gamin, c'est que t'es au bout, c'est que t'as pas été écouté, c'est que t'as pas pu parler, t'as pas d'espace pour exprimer ce qui se passe avec toi, avec ton boulot, les difficultés que tu as. Et du coup, à un moment, quand ça déborde, on le parle dans les médias et du coup, il y a un procès qui est fait sur le métier, alors qu'au final, c'est des enfants dont personne ne veut. C'est ça qu'on ne dit pas. Et il y a des gens qui, du matin au soir, travaillent avec ces enfants-là au quotidien et c'est très difficile parce que quand tu es éducateur spécialisé, toute la colère que ces enfants-là, ils ont envers leur famille, envers les institutions, envers la justice, envers tout, c'est toi qui accueilles en fait. Et t'as rien. Et moi, j'ai la chance, à droit d'enfance, j'ai beaucoup d'espace de parole. J'ai des GAP, j'ai des réunions d'équipe. On a même des supervisions individuelles où on peut aller voir un psy pour parler de ce par quoi on est traversé. Mais c'est un foyer, je ne l'avais pas.
Tu vis avec tes problèmes et tu peux même pas en parler. Et du coup, à un moment, quand ça déborde, effectivement, il faut le dénoncer, mais il faut quand même questionner pourquoi. Et le problème, c'est qu'on dit c'est les éducateurs et on questionne pas ce qu'il y a derrière, quels sont les moyens qui sont mis pour ces éducateurs-là. Et ouais, c'est ça qui me dérange un peu. Tu parles des difficultés qu'on peut avoir en tant qu'éducateur qui font qu'au bout d'un moment, justement, il y a des situations où on n'y arrive plus. Toi, en tant qu'éducateur spé, c'est quoi ta plus grosse difficulté dans ton travail? Très difficile comme question. Je pense que c'est déjà ce que j'aime le plus, c'est le travail en équipe, le travail avec d'autres personnes qui n'ont pas la même vision du monde. Mais au final, c'est ça qui est plus compliqué. C'est de se dire que nous, on travaille pour des familles et on vient avec nos principes, avec nos idées, avec nos valeurs. C'est comment on se décentre de ça et qu'on essaie d'accompagner la famille en fonction de ce que la famille, elle pense être le mieux pour elle et pas nous, nos projections. Et je pense que c'est très difficile de nous accorder parfois. Et aussi, c'est très difficile de travailler, de donner beaucoup d'efforts. Comme on l'a dit tout à l'heure, de voir que ça ne suit pas. Parfois, on travaille avec beaucoup de résistance. Et ça peut parler des familles, ça peut aussi parler de nous. Peut-être que ce qu'on propose n'est pas toujours très adapté. Et ouais, la plus grosse difficulté, c'est ça, c'est d'arriver à accorder le besoin des familles et des enfants avec nos missions. Parce que parfois, on a des mesures, on doit travailler ça pour cette famille, et après, on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres problèmes. Et c'est difficile de mettre le curseur, surtout quand on travaille dans un service de placement à domicile, parce qu'on accompagne et les parents et les enfants. Et du coup, il arrive que les attentes des parents et les attentes des enfants ne vont pas dans le même sens. Parfois même ça peut se contredire et du coup c'est là où il faut mettre le curseur, c'est là où c'est compliqué. Tu dis, donc tu accompagnes les parents, c'est vrai avec ton métier, c'est intéressant, tu travailles dans la protection de l'enfance, mais là en fait tu travailles presque plus avec des adultes. Tout à fait. En quoi c'est différent d'accompagner des enfants et d'accompagner des adultes, et est-ce que c'est plus difficile d'accompagner des adultes? Je dirais oui. C'est plus difficile, bon déjà parce qu'il là on a beaucoup de familles qui sont issues d'autres cultures, qui ont aussi leur façon de voir le monde, qui est une autre façon parmi d'autres de voir le monde. Et en fait c'est plus difficile dans le sens où la question de notre légitimité elle se pose aussi, hein, qui nous sommes pour venir dire c'est comme ça qu'il faut faire, si jamais on sait ce qu'on fait dans notre boulot. Et en fait ce qui est parfois difficile c'est que pour les parents qui sont issus d'autres cultures, qui ont des enfants ici, c'est de comprendre que leurs enfants, ils sont nés ici et qu'ils sont aussi cette culture. Il y a beaucoup de parents qui le découvrent en fait, qui éduquent comme ils ont été éduqués, et quand on leur dit mais vos enfants, ils sont français, parfois ça choque. Ah bon? Oui, ils sont français, c'est pour ça ce que vous leur dites là, ça n'a pas de sens pour eux, ils ne connaissent votre culture que par ce que vous dites, mais ils sont plus attachés ici. Et vu qu'il y a des éléments des deux cultures parfois qui se s'entrechoquent, qui se contredit même parfois, et du coup le parent il tire d'un côté, le gamin il tire de l'autre côté, et ils se comprennent pas. Et là, accompagner les parents aussi c'est plus difficile, mais là où c'est intéressant c'est que ça nous met pas à une place de parents, parce que les enfants quand ils voient qu'on accompagne leurs parents pour eux, c'est pas la même chose que si on les accompagne seuls, où on prend le rôle de parent quand même sans le vouloir, ou même parfois en le voulant, hein. C'est parfois quand même on est mis à des places de substituts parentaux, ce qui est dommage. Tu as parlé plusieurs fois du fait que chacun a sa propre vision du monde, liée à sa culture, le pays d'où il vient, etc. À quel point c'est difficile pour toi justement de ne pas arriver avec ta propre identité et ta propre histoire dans une famille? Est-ce que parfois c'est dur d'être dans le non-jugement, Comment tu fais pour nourrir ça? Alors, moi, peut-être que je changerai d'avis. À un moment, je disais que je n'étais pas dans le jugement, mais maintenant, je dis plus ça. Je pense on est tout le temps dans le jugement. Je pense que même si on ne le formule pas, quand on voit quelque chose qui nous est dit, qui ne nous est pas familier, on est obligé, on est dans le jugement. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, et je pense que j'essaie de le faire, c'est d'être conscient que je suis dans le jugement à chaque fois. Et c'est là où aussi c'est intéressant. J'ai la chance d'avoir une équipe avec qui on peut se dire ces choses-là. C'est là, tu es en train de juger. Et nous, on tient une fiche chrono où on met les événements, et parfois nous-mêmes, on le met. Bon, là, je suis très jugeant, mais je dis ça quand même. Voilà, je pense que c'est très facile de dire on n'est pas dans le jugement. Je pense que ça n'existe pas. Enfin, je parle pour moi, peut-être qu'il y a des professionnels qui arrivent à le faire. Moi, je pense que dès lors qu'une famille me dit quelque chose que je n'ai pas compris, d'une manière ou d'une autre, je le juge, et c'est après, quand je revois mon jugement, que je peux avoir un outil de travail. Mais pas en disant que je ne juge pas. Est-ce que... On a parlé un peu des difficultés liées à ton métier.
C'est quoi à l'inverse quelque chose de très facile ou quelque chose qui est une victoire au quotidien et que quand tu fais dans ce métier, tu te dis ah c'est vraiment pour ça que j'aime faire ce métier. Mais c'est difficile de faire la distinction parce que le plaisir qu'on donne aux autres, c'est aussi le plaisir que ça nous fait, nous. Quand les autres nous disent qu'ils sont contents, nous aussi, ça nous narcissise, ça nous donne l'impression qu'on a été utile. Et c'est vrai qu'avec ce travail que je fais, j'ai souvent l'impression d'être utile. Et souvent, parfois, avec des jeunes qui me disent, comme ils font aussi, qu'ils le disent à mes collègues, que ouais, vous me comprenez, ou bien j'ai confiance en vous. Et moi, j'ai connu une jeune. Je pense que moi et ma collègue avec qui j'ai travaillé, on a été les premières personnes adultes en qui elle a eu confiance. Et du coup, elle ne savait pas c'était quoi, la confiance en une personne adulte. Et quand on voit ce lien de confiance-là, c'est vrai que ça fait plaisir. On se dit, bon, là, on a quand même bien travaillé. Alors que surtout si ça ne nous a pas empêché d'être très dur avec le jeune. On a des jeunes, on est tellement dur avec et qui nous disent quand même, oui, ouais, vous avez raison. Et ça, c'est quand même, ça fait plaisir. En parlant de personnes jeunes, est-ce que si aujourd'hui il y avait un jeune, n'importe qui vient te parler, qui découvre que tu bosses dans la protection de l'enfance et qui te dit j'aimerais bien travailler dans la protection de l'enfance, qu'est-ce que tu lui dirais? Je l'encouragerais, hein, parce que je pense que si une personne me dit qu'elle aimerait bien, il y a forcément une raison. Et je ne sais pas si je lui donnerais un conseil, mais je lui dirais quand même de faire un travail sur lui. Parce qu'en fait, on est tout le temps... En fait, ce que la famille nous renvoie, ce que les jeunes nous renvoient, c'est toujours en lien avec notre histoire, avec notre vécu, avec nous-mêmes. Et c'est tellement une erreur de mettre ça de côté. Je trouve qu'on ne le fait pas assez dans la formation, le travail sur soi. Ouais, moi, je lui dirais beaucoup de travailler sur lui et je lui dirais beaucoup d'utiliser ses émotions, ce qu'on fait avec les familles. Moi, j'ai aucun problème à dire à ma famille, là, je suis en colère, là, je suis pas content, là, je suis triste. Et les familles font pareil avec nous et du coup, on se parle, il n'y a pas de non-dit. Parce que dès lors que tu dis, moi, c'est l'effet que ça me fait, personne ne peut te contredire. Enfin, on ne peut pas mal interpréter une émotion. Et je sais que j'ai eu souvent des familles qui me disent, oui, je sais que vous aimez bien qu'on vous dise ce que ça nous fait, donc je vais vous dire. Et ouais, je trouve que c'est hyper important, le travail sur soi, avant de vouloir aider les autres. Oui, être entre guillemets en bon état pour pouvoir aider les autres. Justement, pour revenir un peu sur l'institution et de manière générale la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, c'est une institution qui est en crise, qui, elle, n'est pas en très bon état. Est-ce que tu es pessimiste par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements, qu'on va vers le mieux? Comment tu vois, entre guillemets, le futur de la protection de l'enfance? Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je pense que je suis un peu réaliste. Je ne vois pas en quoi cela va s'améliorer. Mais, tu vois, par exemple, moi, je le sens moins dans l'institution où je suis. Je sens moins cette crise. Alors qu'avant, j'étais dans une institution où je le sentais beaucoup. Et je pense que c'est aussi comment les institutions, ils font avec. Enfin, moi, je me plains pas par rapport aux moyens que j'ai. Les moyens que j'ai pour travailler, honnêtement, je me plains pas du tout. Quand je compare avec ce que j'ai connu avant ou quand je compare avec ce que mes amis ils ont, je me plains pas du tout. Du coup, j'ai l'impression de ne pas sentir cette crise et en même temps, on sait qu'elle est là, elle existe et on sait que ce sera pas la priorité des politiques parce que nous on fait pas de bénéfices, on travaille avec la souffrance, c'est pas des choses qui se calculent quoi. Il y a pas de bénéfices. Du coup, je pense pas que ça ira mieux. Peut-être que ce qui peut aider, c'est que les travailleurs sociaux, ils s'engagent aussi en politique. Parce que nous, on aime beaucoup critiquer, dire ce qui ne marche pas. Mais peut-être que les personnes qui ont une sensibilité comme ça dans les questions sociales, il faut qu'ils passent une autre étape. On sait bien, on arrive à dire tout ce qui ne va pas, ça on le sait le faire, mais du coup, c'est comment nous on fait pour que ça aille mieux, chacun de son côté. Par exemple, on n'écrit pas, les éducateurs n'écrivent pas, déjà ils lisent très peu, déjà ils sont peu dans la vie politique, quoi. Et je pense que ça, si on pouvait le mettre en œuvre, j'aurais été peut-être un peu plus optimiste. Oui, pour en fait faire des changements de manière globale du système et prendre part à ces changements. Oui, et non seulement prendre part, mais souvent quand on dit le système, on pense qu'on est en dehors du système. On dit le système, il déconne. Alors qu'on sait, pour que le système aujourd'hui, il déconne, c'est qu'il y a des personnes qui font ce métier et qui leur disent ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, nous on tient parce que c'est une vocation, on va rester là et du coup il n'y a pas d'urgence. On participe aussi au fait que le système il déconne
Et c'est comment on se remet en question, comment on se dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Quelle est notre part dans ce système qui déconne? Mais ça, on le dit rarement. Quand on dit souvent le système il déconne, ou que l'institution déconne, ou que l'équipe, ou que les chefs, on se met en dehors, alors que bien sûr qu'on est concerné. Je voudrais un peu revenir sur quand tu parles du lien que tu as avec les jeunes, le fait que tu peux être placé parfois comme un parent, notamment quand ils sont placés en dehors de leur foyer, enfin de leur domicile, j'entends. Est-ce que c'est difficile justement d'avoir cette position de quelqu'un qui vient d'une institution? Est-ce que les enfants sont naturellement méfiants envers ça? Ou comment tu fais pour gagner leur confiance? C'est une très bonne question. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'on ne sait pas. J'ai l'impression qu'on y va avec ce qu'on est. Si on y va avec des idées, avec des plans, ça ne marche jamais. Surtout avec les enfants, je pense qu'on y va avec ce qu'on est et ils nous observent tout le temps. Alors avec les parents, c'est plus facile. Parce que avec les parents, soit parfois on part sur la première impression, soit ça, ils ont confiance ou ce qu'ils ont vécu, ça peut influer. Mais avec les enfants, ils ont une façon d'observer sans dire, sans passer par les mots. Et quand ils n'ont pas confiance, tu le sens tout de suite. Et quand ils ont confiance aussi, tu le sens tout de suite. Et du coup, pour les enfants, moi j'essaie d'être moi-même, quoi. Et il arrive que je renvoie un truc pas hyper positif aux enfants. Heureusement, c'est rare sur les enfants que j'accompagne. C'est rare au début, mais au moins, ça, c'est un support. Parce que même, j'aurais plus de mal avec un enfant qui ressent rien qu'un enfant qui reçoit, par exemple, de la haine. Je me dis ça, cette haine-là, c'est un support à la relation. On va l'utiliser. Ou bien de l'amour, on va l'utiliser. Mais quand il y a de l'indifférence, ça, c'est compliqué. Je pense que le lien, ça commence toujours par une certaine méfiance parce que le travail qu'on fait, il y a quand même un côté assez compliqué, assez intime. Enfin, on entre dans l'intimité des gens, on évalue, on vient pour le juge. Il y a quand même, c'est normal que les parents et les familles se méfient, c'est très normal. J'espère qu'en tout cas, on est en train de faire un travail sur l'accueil, sur comment on va chez les gens, comment on leur parle. Et je pense que ça aide juste quand on les voit, la façon dont on leur parle, la façon dont on leur explique pourquoi on est là, ça change beaucoup. Ils savent pourquoi on est là. Donc les enfants peuvent être forcément un peu méfiants de l'institution, des gens qui viennent chez eux, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même pour ces enfants-là qui sont sous la protection de l'enfance, qui sont placés parfois, peut y avoir pour eux des préjugés de leur père quand, je sais pas, ils sont à l'école. Qu'est-ce que tu dirais si tu avais un enfant qui était là, qui n'est pas un enfant placé, et qui dit « Ah, mais les enfants placés, c'est bizarre, etc. » Est-ce que tu trouves qu'il y a des préjugés sur les enfants placés? Qu'est-ce que tu aimerais répondre sur ces préjugés? Oui, il y en a beaucoup. Déjà, là, récemment, on a eu des jeunes qui ne voulaient pas qu'on vienne les accompagner à l'école. Et parce qu'ils considéraient que quand on venait, en plus, on n'a pas de voiture où il y a mis protection de l'enfance. Mais juste le fait de les voir avec un adulte, c'était compliqué. Souvent, surtout les ados, c'est pas possible. Et en fait, nous, ce qu'on leur dit souvent, je me rappelle une jeune fille, ce que je lui disais, c'est que, mais en fait, je pense déjà tu n'es pas la seule personne qui est accompagnée, parce que quand on voit les chiffres, il y a peu de chances qu'on soit seul dans une classe à être accompagné par le social de façon générale. Il y en a beaucoup plus, beaucoup ne le disent pas effectivement. Et aussi le fait qu'avoir des éducateurs, ça ne veut pas dire qu'on dysfonctionne. Et sinon, toutes les familles seraient des familles qui dysfonctionnent. Parfois, selon les mesures, effectivement, il y a des cas où c'est grave, mais il y a beaucoup de cas où il n'y a pas d'éducateurs spécialisés qui vivent pire ou même la même chose. Donc voilà, ces préjugés-là, moi, je ne vois pas la différence entre un jeune qui est accompagné par les services sociaux et un jeune qui n'est pas accompagné. Et puis, c'est étonnant parce que j'ai rarement vu ces préjugés-là auprès des jeunes. Je les ai souvent vus auprès du discours des parents. C'était un peu ma question suivante, qui était aussi, en dehors même des parents, de manière générale, dans la société, peut y avoir des gens qui ont ces a priori de type « Ah, mais de toute façon, les gamins au foyer, c'est des cassos, c'est des délinquants, etc. » T'es dans un dîner et quelqu'un dit quelque chose comme ça, t'as envie de répondre quoi? Ça m'arrive parfois de discuter avec des personnes qui ne connaissent pas. Alors, il y a toujours une part de vérité dans ce que les gens disent. Quand ils disent c'est des cassos, souvent ce qu'ils expliquent, c'est que, en fait, ça nous renvoie aussi aux moyens qui sont mis. Parce que je vous dis, il y a des foyers, quand vous y entrez, vous n'avez plus, vous vous dites comment des gamins peuvent vivre ici. Et vous vous dites, oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais souvent, enfin, moi, avec mes amis avec qui je discute, quand je leur parle de pourquoi la protection de l'enfance, parce qu'il y a, la finalité, enfin, les objectifs du début et ce que c'est aujourd'hui, quand ils comprennent la finalité, quand ils comprennent le but, quand ils comprennent pourquoi ces enfants sont là, tout de suite, le discours, il change un peu quand même. Parce qu'il y a des difficultés que les enfants vivent et qui tiennent. Il y a très peu d'adultes qui le comprennent. Moi, avec mes amis, parfois, quand je leur explique, mais tu sais, le gamin, il peut vivre ça et ça et ça, ils sont tellement loin de se l'imaginer parce qu'effectivement, ils jugent en fonction de eux, de leur enfance, de leur vécu, alors que le monde, il est loin d'être aussi cool. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent mais l'enfer au quotidien sans même qu'il y ait des travailleurs sociaux. Donc ouais, j'essaie de tempérer, mais souvent quand on explique ce qu'on voit sur le terrain, les gens ils sont tout de suite... Ça les calme un peu. Ça les calme un peu. Ouais. Bon, la discussion a été clairement ultra intéressante. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Mais j'ai un peu une dernière question qui est ton futur dans la protection de l'enfance et dans le social peut-être de manière générale. Est-ce que tu as des envies particulières, des endroits dans lesquels tu aimerais travailler, des institutions ? Ah si, alors je m'imagine, enfin comme éducateur, j'aime bien ce métier, mais effectivement c'est un métier assez prenant, quand on essaie de le faire bien en tout cas, c'est un métier assez prenant. Moi, là aujourd'hui j'ai pas encore de famille, du coup je peux m'investir autant dans ce travail, mais je pense que je pourrais jamais travailler autant avec une famille ou voilà. Et moi j'aimerais quand même rester dans la protection de l'enfance, dans le social, mais peut-être évoluer un peu, voir d'autres postes. Effectivement, je suis beaucoup en train de penser à des métiers qui ne sont pas éloignés du social, comme le fait de faire des supervisions, le fait de faire des formations, ou bien le fait de faire le concours pour être chef de service. Toujours les mêmes métiers, mais différents quand même. Essayer d'évoluer un peu, oui. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé, c'était hyper enrichissant. Vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur les plateformes d'écoute et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre nos actualités. Merci beaucoup, Aliou, d'avoir discuté avec nous, c'était super. Merci.